Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces premières assises européennes de la transition énergétique organisées ici à Dijon, dans cette très belle ville que j'ai eu la chance de découvrir hier soir. Moi je suis Karine Roquezani, j'anime depuis déjà quelques années ces assises européennes dans différentes villes et j'ai toujours autant de plaisir à être avec vous, à vous accompagner dans les différents débats, les conférences, les plénières, sur des sujets évidemment aussi essentiels. Et j'avais envie de démarrer, avant les ouvertures officielles, par une petite anecdote qui m'est arrivée hier soir. C'était aux alentours de 22 h, il faisait chaud, à Dijon comme un peu partout en France. J'avais profité de la baisse du soleil pour aller visiter la ville. Et là, j'ai vu les grands arbres d'un jardin qui m'ont appelé. Je suis arrivée dans ce jardin qui était ouvert, d'ailleurs, à 22 h, assez notable. Merci d'avoir laissé ces jardins ouverts. Il s'agissait du jardin d'Arcy. J'étais pas la seule, on était assez nombreux dans ce jardin. Des personnes âgées qui s'éventaient, des jeunes, des étudiants. C'était malgré tout assez joyeux. On sentait que certains retardaient le moment de retourner dans des logements peut-être un peu compliqués à rafraîchir. Et en rentrant dans ce jardin, j'ai fait une rencontre assez saisissante. Je me suis retrouvée nez à nez avec un ours. Un ours polaire, sans sa banquise, un ours blanc. C'est la photo d'hier soir que j'ai prise à 22 h. Ce bel ours qui regarde un peu en l'air, l'air de dire voilà, je vais m'occuper de ce qui se passe un peu ailleurs, dans cette chaleur étouffante, avec ce symbole, malgré lui, du dérèglement climatique. J'avoue que c'était une rencontre assez étonnante et qui m'a donné le ton de ces assises, de l'urgence et de pourquoi, si on l'avait oublié un instant, nous étions tous là réunis aujourd'hui pour ces 3 jours et nous allions travailler d'arrache-pied pour faire avancer la situation, autant l'atténuation que l'adaptation dans vos différents territoires. Et donc déjà, je voulais vous adresser un grand merci d'être là aujourd'hui avec nous pour cette plénière d'ouverture. Et on pourrait commencer par un applaudissement collectif pour cette mobilisation. Nous allons être accompagnés pendant ces assises par 2 personnes. Vous avez vu le premier dessin de Louise Plantin, facilitatrice graphique, qui va être avec nous pendant plusieurs conférences et plénières et qui va être avec nous pour cette plénière d'ouverture. Donc merci d'avance à Louise, vous allez apercevoir ses travaux en direct. Et puis également Camille Besse, que vous connaissez certainement. Il y a un dessin qui n'a pas pu vous échapper en rentrant dans les assises cette année. C'est ce dessin sur la mobilisation. Et Camille Besse sera donc dessinatrice de presse et sera avec nous sur plusieurs des conférences. Donc également un grand merci d'avance à toutes les 2. Et sans plus tarder, passons maintenant à l'ouverture officielle. Vous êtes tous arrivés puisqu'il n'y a rien d'autre d'organisé en parallèle de cette grande plénière d'ouverture. Et pour ouvrir officiellement ces assises, je vais demander à Madame la maire de Dijon de nous rejoindre, Nathalie Kunders. Voilà, je vous laisse ouvrir ces assises. Monsieur le Président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, cher Jérôme Durin, je salue le Président de Dijon Métropole, Monsieur le Ministre, cher François Rebsamen, Madame la députée, chère Catherine Hervieux. Je salue aussi les représentants des intercommunalités co-organisatrices des assises, donc Monsieur le Président de la communauté urbaine de Dunkerque, maire de Dunkerque, Monsieur le Ministre, cher Patrice Vergrit, Madame la vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, déléguée à la transition écologique, au développement durable et à la santé environnementale, Madame Chantal Cutajar, et Madame Catherine Fabre, adjointe au maire de Bordeaux et vice-présidente de Bordeaux Métropole à la transition ou transformation écologique et énergétique. Je salue aussi le directeur exécutif de l'ADEME, Nicolas Soudon, mesdames, messieurs les maires, élus. Je salue enfin les partenaires et les intervenants. Alors tout d'abord, soyez les bienvenus dans notre belle ville de Dijon. Vous qui, aux 4 coins de la France et même de l'Europe, œuvrez à la transition énergétique. Alors malgré un programme que je sais dense, eh bien, je vous souhaite de profiter entre 2 conférences de la richesse patrimoniale, culturelle,
gastronomique et vitivinicole aussi bien sûr, alors malgré la chaleur aussi, mais en tout cas n'hésitez pas à profiter de nos beaux jardins comme celui du jardin d'Arcy. Donc vous y découvrirez cet ours que l'on appelle chez nous l'ours Pompon. Donc Pompon, c'est un sculpteur, alors on va dire qu'il est dijonnais d'adoption puisqu'il est né à Saumur. Mais voilà, son emblème, cet ours pompon, c'est vrai qu'il fait la fierté de notre ville. Et maintenant, il fait concurrence avec la chouette, parce que je vous encourage aussi d'aller voir la chouette. Elle porte bonheur, il faut la toucher de la main gauche. Mais maintenant, nous avons aussi comme emblème ce bel ours pompon pour notre ville. En tout cas, Dijon est fier d'accueillir pour la première fois ce grand rendez-vous qui, depuis 27 ans, rassemble les acteurs de la transition énergétique. Et nous le mesurons comme nous le subissons en ce moment même. L'aggravation du changement climatique emporte avec elle des effets incontestablement destructeurs pour la planète et l'humanité qui l'habite. La bonne nouvelle, c'est que nous avançons sur le chemin de la décarbonation. Les solutions, elles existent, elles émergent, elles se développent et elles changent déjà concrètement nos modes de vie, de consommation, de déplacement. Les efforts paient. Comme l'a annoncé la semaine dernière le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre ont continué de baisser en 2024 et 2025, respectivement de 3 et de 2,1%. Alors si c'est un peu au-dessus des prévisions, la tendance est malgré tout au ralentissement et demeure insuffisante au regard des objectifs que nous nous sommes fixés. Nous n'avons pas d'autre choix que d'amplifier le mouvement et d'accélérer si l'on veut espérer tenir le cap de la neutralité carbone à l'horizon 2050. De la rénovation du patrimoine scolaire à l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments municipaux. Nous avons pu, avec quelques élus, faire la visite ce matin du projet Response à Fontaine-Douche pour l'illustrer. Eh bien, Dijon est largement accompagné par la métropole qui porte de grands projets structurants et en tout cas pleinement mobilisé sur le front de la sobriété énergétique comme sur celui de la production d'énergie renouvelable. Un engagement écologique de longue date que vous avez impulsé dès le début de votre premier mandat de maire, cher François Rebsamen. Alors ce progrès énergétique, il doit bénéficier à tout le monde et c'est ce que rappelait au début du mois le médiateur national de l'énergie, Bernard Doroszczuk, alertant quant au risque d'une transition énergétique à 2 vitesses. En période de forte chaleur comme durant les épisodes de grand froid, eh bien, la précarité énergétique est une réalité. C'est une réalité qui se fait d'autant plus pesante à mesure que le contexte géopolitique se tend, une réalité qui nourrit d'inacceptables situations de mal-logement. Alors que le gouvernement a lancé un vaste plan d'électrification des usages, eh bien, l'enjeu d'une transition socialement juste sera, à n'en pas douter, au cœur des échanges et des réflexions qui animeront ces 3 journées. J'imagine que la question de la conciliation entre l'impératif de décarbonation et celui de la protection de la biodiversité sera elle aussi à l'ordre du jour. La transition énergétique ne doit pas se faire au détriment des écosystèmes. Et à Dijon, conscient de l'interdépendance qui relie ces 2 problématiques, eh bien, nous traitons le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité avec le même niveau d'exigence et avec le même niveau d'urgence. Le vivant, aujourd'hui soumis à une multitude de pressions, a toute notre attention. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier soir, en conseil municipal, eh bien, nous avons adopté une grande délibération cadre sur la protection du patrimoine vivant. Un texte qui structure l'ensemble de nos politiques publiques de protection et de développement de la biodiversité. Mesdames et messieurs, cette édition 2026 des Assises européennes de la transition énergétique est particulière à bien des égards. Au-delà de l'exigence écologique, sortir des énergies fossiles est devenu une question de souveraineté. L'énergie solaire doit parcourir 150 millions de kilomètres jusqu'à la Terre, mais elle n'a pas à franchir le détroit d'Ormuz, disait le ministre australien de l'énergie, Chris Bowen, il y a une quinzaine de jours lors des discussions préparatoires à la prochaine COP. Le contexte géopolitique nous a rappelé combien notre dépendance à des ressources importées pouvait fragiliser nos économies, nos collectivités et nos concitoyens, et intégrer la sobriété dans nos habitudes de consommation, renforcer l'efficacité énergétique de nos bâtiments, produire davantage d'énergie renouvelable, ce n'est pas seulement agir pour le climat, c'est aussi accroître notre résilience, renforcer notre autonomie et mieux protéger nos territoires face aux incertitudes du monde. Dans cette ville qui puise sa force dans l'innovation,
l'ouverture et la coopération, vous trouverez, je l'espère, un cadre propice à la réflexion et à la poursuite de l'action. Alors je vous remercie et je vous souhaite d'excellentes assises. Merci beaucoup, et je vous propose sans plus tarder d'accueillir Monsieur le ministre François Rebsamen, président de Dijon Métropole, pour ouvrir ses assises et lancer la thématique. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je remercie la maire de Dijon de ses propos pour l'ouverture de ces 27e Assises européennes de la transition énergétique. Moi aussi, je voudrais saluer bien évidemment le président de la région qui est avec nous ce matin, cher Jérôme, de la région Bourgogne-Franche-Comté. Je crois la dernière fois avoir oublié de citer la Franche-Comté, je m'en excuse. C'est une habitude chez moi. Je salue bien sûr les représentants des 3 autres intercommunalités qui sont les co-organisatrices de ces assises. Et je commence bien évidemment par le président de la communauté urbaine de Dunkerque, Monsieur le ministre, cher Patrice. On est très heureux que vous soyez là. Vous êtes un des initiateurs de ces assises. Elles ont évolué depuis ce que vous aviez lancé, mais vous voyez, vous pouvez être fiers du résultat aujourd'hui comme hier et surtout comme demain, parce que c'est d'actualité. Je voudrais saluer bien sûr Madame Chantal Cunajar, qui est la vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, qui représente Catherine Trautmann, mais qui représente plus largement l'Eurométropole de Strasbourg. Et puis je voudrais également saluer Madame Catherine Fabre, ancienne députée, qui est vice-présidente de Bordeaux Métropole. Je voudrais bien sûr redire toute ma solidarité, mon affection à la maire de Dijon, qui avec moi agit sur notre ville et qui a réussi, je crois, une belle transition. Je voudrais saluer tous les élus qui sont présents. Je voudrais saluer tous les partenaires que nous avons et je n'oublierai pas l'ADEME, son directeur exécutif. Enfin, j'ai un mot, même s'il n'est pas avec nous ce matin, pour le maire de Vinnytsia en Ukraine. Vous savez que nous sommes en partenariat, on dit plus en jumelage, mais en partenariat économique avec cette belle ville d'Ukraine qui subit aujourd'hui encore les attaques de la Russie. Alors, je voudrais qu'on les applaudisse très fort parce que ce sont des résistants de la liberté, ce sont des résistants de l'Europe. Ils étaient avec nous hier soir. Il y a bientôt maintenant 3 ans, à l'époque, je soumettais la candidature de Dijon Métropole à la co-organisation, cher Patrice, tu t'en rappelles, des Assises européennes de la transition énergétique. Rejoindre la communauté urbaine de Dunkerque, celle de Bordeaux, enfin la métropole de Bordeaux et l'Eurométropole de Strasbourg, me semblait en effet relever de l'évidence. Tant notre engagement en faveur de la transition écologique est vaste et profondément ancré sur notre territoire. Une action qui est tout à la fois ancienne et ambitieuse, audacieuse on pourrait dire, et mise au service des habitants. Ce travail qui nous vaut une reconnaissance à l'échelle européenne, nous le menons en transversalité avec l'ensemble des services de la ville, de la métropole et en partenariat avec nos partenaires, notamment la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci aux élus, vice-présidents, députés qui sont là ce matin. Fidèles aux trajectoires qui avaient été fixées dans notre plan climat et biodiversité, et puis par le schéma directeur aussi de l'énergie, je crois, nous portons effectivement une action, cela a été dit par la maire de Dijon il y a quelques instants, qui allie, qui conjugue sobriété, bien sûr, parce que on ne le rappellera jamais assez, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas, et production d'énergie décarbonée dans une logique d'autoconsommation collective. Pour atteindre
un mixte énergétique que nous poursuivons à dominante locale et renouvelable. Nous avons fait le choix d'investir plus d'1 milliard d'euros sur la mandature qui s'ouvre à la métropole. Et puis, je voudrais vous dire que notre écosystème solide et structuré a pour colonne vertébrale le réseau de chaleur urbain d'ailleurs, le réseau de chaleur, l'unité de valorisation énergétique en régie, c'est un des rares en France qui est en régie, l'usine de méthanisation, les installations photovoltaïques, comme la centrale solaire du Zénith qui a été mise en service à l'automne dernier. Autant de sites qui, je crois, figurent au programme et que vous pourrez visiter jeudi. Il est des rendez-vous qui acquièrent, on peut dire les choses comme ça, à la lumière de leur contexte, une résonance toute particulière. C'est le cas de cette 27e édition qui est sans contexte de celle-là. Depuis plusieurs décennies, nous savons que le changement climatique, conjugué à l'effondrement de la biodiversité, nous impose, on ne peut pas dire autrement, de repenser et de transformer notre modèle de développement. Malheureusement, cette réalité est plus que jamais d'actualité. Nous traversons actuellement partout en France et même un peu à Dunkerque un épisode caniculaire et la France contemporaine connaît, à n'en pas douter, l'année la plus chaude de son histoire. Mais les bouleversements géopolitiques des derniers mois, je pensais à la guerre en Ukraine notamment, ont relevé ou révélé plus exactement un défi supplémentaire et ils nous ont mis face à la vulnérabilité tout simplement qu'implique notre dépendance énergétique. Et donc c'est le directeur exécutif de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui disait, lui aussi, nous traversons la plus grave crise de sécurité énergétique que le monde ait jamais connue. Voilà qui donne la pleine mesure de ce moment, du caractère décisif du moment, alors que l'ordre mondial, voire on devrait plutôt dire d'ailleurs le désordre mondial, promet de demeurer malheureusement longtemps bousculé. À l'urgence écologique s'est ajoutée ces dernières années la question de la souveraineté énergétique, deux défis qui convergent vers une même nécessité, sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Je résume cela. À Dijon, nous avons fait le choix, à Dijon Métropole, nous avons fait le choix d'agir depuis longtemps. Grâce à plus de 15 ans d'investissement, notre territoire est aujourd'hui une référence avec ceux qui sont présents aujourd'hui en matière de transition énergétique. Notre réseau de chaleur urbain, le 3e de France avec ses 130 km de canalisation, alimente près de 55 000 foyers. 80% de l'énergie qu'il distribue provient de sources renouvelables ou de récupération, ce qui permet d'éviter l'émission chaque année de 120 000 tonnes de CO2. Ça fait un équivalent de 45 000 véhicules retirés de la circulation. Il faut souvent prendre des comparaisons de ce genre pour que les gens percutent, pour savoir exactement ce que cela représente. Et donc il a vocation à s'étendre au-delà des 100 000 équivalents habitants qu'il dessert. En matière d'électricité, près de 2 gigawattheures d'énergie renouvelable sont produits localement et autoconsommés par notre métropole. Notre objectif, c'est de doubler ce volume d'ici 5 ans. Et donc, la centrale photovoltaïque de Valmy, avec ses 43 000 panneaux, produit à elle seule à peu près l'énergie nécessaire, la consommation électrique de 8 000 habitants. Au-delà de la production d'énergie renouvelable, nous avons fait de l'autoconsommation un choix volontariste et stratégique. Produire localement une énergie consommée localement permet de renouveler, mais surtout de renforcer notre souveraineté énergétique et de mieux maîtriser les dépenses publiques. Les résultats sont là, même s'il faut encore les améliorer, bien évidemment. Dijon, je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais quand même, Dijon a augmenté sa production d'énergie renouvelable de 20%, a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 47%, et l'objectif, c'est plus de 55% d'ici 2030. Aujourd'hui, notre collectivité prend même davantage d'énergie qu'elle n'en consomme pour son propre fonctionnement. Et donc, voilà à grands traits le chemin parcouru et la réalité de la métropole qui vous accueille. Cette trajectoire démontre qu'il est possible
de concilier transition écologique, souveraineté énergétique et efficacité économique. Elle montre aussi que les collectivités locales, je vais le développer un peu plus loin, sont plus que jamais au rendez-vous de l'action. C'est un euphémisme de dire que la publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie en février de cette année était très attendue. Elle l'était parce que, enfin, voilà une trajectoire fixée pour notre mix énergétique à l'horizon 2035, parce qu'elle traduit l'ampleur nécessaire de la transformation de notre système énergétique. Dans son volet territorial, elle reconnaît explicitement le fait que cette transformation ne pourra réussir, je voudrais le rappeler ici avec force, avec vigueur, qu'au plus près des réalités locales et devra se décliner à l'échelle des régions. Je crois même, à l'image de ce que propose France Urbaine dans une résolution du mois d'octobre de l'année dernière, que les grandes agglomérations et métropoles devraient se voir confier le statut d'autorité organisatrice de la transition écologique et solidaire. L'ensemble des métropoles françaises, communautés urbaines et grandes agglomérations le demandent. Mais bien sûr, plusieurs enjeux demeurent. Trop souvent, nous sommes, collectivités locales, confrontés à des injonctions contradictoires. Comment concilier l'objectif de sobriété foncière avec le déploiement d'énergies renouvelables? Comment mener à bien l'électrification des usages lorsque, je voudrais le redire ici avec force, les conditions financières de raccordement, tout le monde comprend, on a affaire à beaucoup de techniciens dans la salle, que je remercie d'être présents d'ailleurs, les conditions financières de raccordement diffèrent fortement, cher Jérôme, d'une région à l'autre, en sachant que, bien sûr, c'est toujours l'Île-de-France qui est la plus favorisée au détriment des autres régions françaises. Nous avons besoin de visibilité, de lisibilité et surtout de stabilité. À l'approche de l'élection présidentielle, plaidons ensemble pour un pacte de stabilité en matière de fiscalité et de normes, surtout les changements réglementaires, mais vous le savez, en tant qu'acteur permanent, vous le savez, les changements réglementaires vont parfois plus vite que la mise en œuvre des projets, les compliquant à l'envi. Nous avons besoin d'un cadre qui encourage plutôt l'initiative, plutôt qu'il ne la freine, bien sûr. Songez qu'il a fallu des années, je dis bien, de mobilisation pour faire évoluer les règles de l'autoconsommation collective, alors même qu'elles empêchaient tout simplement de consommer une énergie renouvelable, produite sur place à plus d'1 kilomètre du lieu de production. À cet instant, d'ailleurs, je voudrais saluer mon ancien vice-président adjoint qui est, je crois, présent parmi nous. Il a changé de place, non. Jean-Patrick Masson, qui a mené ce combat avec moi devant la Creux pour obtenir ainsi une modification de ce règlement. Je crois qu'on peut l'applaudir parce que tout le monde va pouvoir en profiter dans notre pays aujourd'hui. Il faut, je le redis, faire confiance aux territoires, leur donner davantage de liberté, davantage de souplesse et davantage de responsabilité. On pourrait appeler ça de l'autonomie si quelques élus retardataires ne croyaient pas que cela pouvait mettre en danger la République. Elle est bien plus forte que cela, bien sûr, car nous ne sommes pas les collectivités un échelon d'exécution, nous sommes les moteurs de la réussite aujourd'hui. Nous connaissons nos singularités, nos ressources, nos contraintes, mais c'est ensemble, dans cette diversité, que nous pourrons relever ce grand défi. Là réside d'ailleurs un point essentiel de mon intervention. Nous avons, collectivités, joué un rôle structurant, mais nous ne pouvons avancer seuls et, comme on dit aujourd'hui en langage techno, en silo. La réussite de la transition énergétique, c'est aussi la capacité à impulser, à nourrir, à créer des coopérations avec d'autres collectivités, avec d'autres acteurs publics, mais aussi, et merci de votre présence nombreuse, avec des partenaires privés et des grandes entreprises. La transition énergétique nécessite en effet des idées, des expertises, des ressources que seule la complémentarité et les synergies du travail en coopération peuvent créer. Les combats
a priori d'ailleurs, et a fortiori encore plus, lorsqu'ils engagent le futur de l'humanité, se mènent ensemble. Cette volonté de coopérer est au cœur de l'ambition de ces assises européennes de la transition énergétique et nous espérons, grâce à l'innovation, aller plus vite et plus efficacement vers la décarbonation. Et quand je parle bien sûr de coopération, j'inclus, vous vous en doutez, j'avais commencé mon propos par là avec l'Ukraine, j'inclus bien sûr la coopération européenne, précisément parce que, mais vous le savez, les menaces environnementales ne s'arrêtent pas aux frontières, comme l'avait fait croire un ministre à une époque. Je salue à cet instant d'ailleurs les partenaires européens qui sont présents aujourd'hui, les représentants du Danemark, et je l'ai dit, pour nos collectivités partenaires, Venetia, Reggio di Emilia, et de la Commission européenne. Le contexte géopolitique teinté d'hostilité, on va dire des choses comme ça, nous rappelle la nécessité d'œuvrer sans relâche à l'unité européenne. Comme l'avait compris Jean Monnet, les grandes solidarités européennes naissent souvent de réalisations concrètes. Hier, c'était le charbon et l'acier, aujourd'hui, c'est la transition énergétique. Dans les deux cas, il s'agit de faire de nos interdépendances une force plutôt qu'une faiblesse. Mesdames, Messieurs, je voudrais ajouter un dernier mot qui est à mon sens fondamental. La transition énergétique n'a de sens que si elle améliore concrètement la vie de nos habitants, de tous les habitants. On a un peu tendance à l'oublier. Je ne crois pas à une écologie qui les mènerait à marche forcée, je voudrais dire. On ne peut pas faire les choses contre les habitants et sans eux non plus. C'est pourquoi je pense que je n'oublie jamais que ce sont les plus précaires qui sont les plus exposés aux conséquences du changement climatique, alors que ce sont eux, justement, qui émettent le moins de gaz à effet de serre, enfin beaucoup moins en tous les cas que les plus aisés, qui se déplacent tous les jours dans tous les sens et souvent sans raison. Si accélérer est une nécessité, ne laisser personne de côté en est une autre tout aussi essentielle. Je crois profondément à la social-écologie, je crois à l'écologie des solutions. À Dijon Métropole, le développement des énergies renouvelables sert à la volonté de servir une écologie que j'appellerais populaire, celle qui apporte des bénéfices concrets dans la vie des habitants. Nous visitions ce matin un quartier de la politique de la ville, des avantages sur leur facture de chauffage, sur leur confort, sur leur qualité de vie et bien sûr sur leur santé avec une meilleure qualité de l'air. Parmi les projets que nous menons, il en est un ambitieux et reconnu au niveau européen, il s'appelle Response, dans ce quartier de la Fontaine-Douche qui s'est mué en laboratoire à ciel ouvert, un laboratoire où on invente un peu la ville de demain, plus durable et plus juste, et ils sont exposés, explorés des solutions énergétiques que les collectivités d'Europe, de France et d'Europe et du monde appliqueront, c'est sûr, demain pour relever les défis qui soient environnementaux et sociaux. J'en ai rapidement parlé. J'en terminerai en vous disant que cette 27e édition des Assises européennes de la transition énergétique que Dijon Métropole a l'honneur d'accueillir n'est pas seulement celle d'une métropole, mais celle d'un territoire tout entier, de ses acteurs publics, qu'ils soient institutionnels, économiques, académiques, associatifs, mais aussi celle et surtout de ses habitants. Alors, le mot d'ordre, vous l'avez vu, il s'affichait tout à l'heure, mobilisation générale, la mobilisation que je constate aujourd'hui est en tout cas de nature à nous donner confiance dans notre capacité collective à relever ces défis colossaux, aussi colossaux soient-ils, et, j'ose le dire, nos énergies, ils le permettront. Merci de votre écoute. Merci beaucoup François Rebsamen. Un petit moment de fatigue quand même. Je vous propose d'accueillir les co-organisateurs, les partenaires à vos côtés de ces assises européennes de la transition énergétique. Venez vous installer. J'invite Monsieur le ministre Patrice Vergrit à nous rejoindre, Jérôme Durin, Catherine Fabre, Chantal Cutagère et Nicolas Soudon.
Venez vous installer pour cette plénière d'ouverture, ce moment quand même solennel pour vous accueillir ici à Dijon. En tout cas, après ce discours très inspirant de François Rebsamen, merci beaucoup. Prenez place, vous avez de l'eau, vous avez alors le trophée qui sera remis à la fin de ces 3 journées, on en reparlera, qui sera transmis entre vous. L'idée de cette plénière d'ouverture, eh bien, nous l'avons préparée cette année de façon un peu originale, on va dire. Nous vous avons demandé à chacun d'entre vous de nous choisir une image qui symbolisait le mieux dans vos territoires respectifs, eh bien, la mobilisation générale, justement. Alors, François Rebsamen, vous en avez tellement cité des actions que du coup, eh bien, il y en a une qui va en faire partie, mais c'est pas grave, vous nous présenterez l'image. Alors, nous allons... alors déjà, vous avez vu Louise Plantin qui nous a fait part de son premier dessin de cette plénière d'ouverture, donc encore un grand merci. Et nous allons à présent voir les images que vous avez choisies, qui vont s'afficher à l'écran. Un mur d'images. Bon, il y a aussi l'ours qui est venu s'infiltrer dans ces images. Donc chacun devrait reconnaître son image. Nous allons commencer par vous, Monsieur le Président de la région Bourgogne-Franche-Comté, Jérôme Durin. Reconnaissez-vous bien votre image? Je crois que c'est un moment fort justement de la vie de la région, un moment particulièrement structurant et inspirant. Alors on va la voir en grand, l'image après, voilà, elle va apparaître. Il y en a 2. Oui, alors nous on a 2 images. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être présent à vos côtés, ravi d'être sur ce territoire qui a quand même des vertus, ça a été rappelé par Nathalie Kunders et François Rebsamen, une grande ambition. Et cette grande ambition, on la retrouve dans ces 2 images, c'est la mobilisation de la COP. Puisqu'il y a les COP territoriales conduites conjointement par les conseils régionaux et l'État, et il se trouve que dans ce territoire régional, la COP, ça fonctionne bien. Et qu'on l'a lancé en 2023, qu'on a eu l'année dernière une finalisation de 44 fiches actions. Ça paraît un peu techno, un peu organisationnel, mais ce qui est important derrière, c'est la mobilisation des acteurs. Là, on a 5000 acteurs qui, dans chaque département, sur les 6 thématiques proposées, ont joué le jeu. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de ne pas laisser retomber le soufflet. Parce qu'ils ont des solutions, mieux se déplacer, mieux se loger, mieux consommer. Et il faut qu'on aille au bout de ce que cette COP a permis d'entrevoir. C'est pour ça que j'ai retenu vous les mettez en œuvre et vous avez des indicateurs pour les suivre et pour les faire vivre dans le temps, c'est ça l'idée? Oui, alors on a une nouvelle mobilisation qui aura lieu à l'automne, là, pour reprendre avec eux l'avancée concrète des projets qu'ils développent. Moi, je cite par exemple, parce que ça me paraît important, ce qu'on fait en matière de logements sociaux. L'aide à la rénovation énergétique des logements sociaux en 2025, c'est 2600 logements qui ont été renouvelés. Ça pourrait être plus, ça devrait être plus, mais 2600 logements, c'est des charges abaissées pour les locataires. Ça, c'est concret. Ça rejoint ce que disait François Rebsamen pour les populations les plus modestes. Et puis, ça fait tomber la vacance de 20 à 30% à zéro. Donc, ce type d'actions concrètes, on les plébiscite et ça passe des fois par ces grands-messes, souvent inutiles, mais celles-là, elles sont efficaces. Évidemment, avec les signatures, la preuve et le suivi. Merci pour le choix de cette image. Nous continuons avec l'image de Catherine Fabre. Alors de votre côté, vice-présidente à la transition énergétique et écologique de Bordeaux Métropole, quelle est votre image et pourquoi ce choix? Donc merci et bonjour à tous et merci à François Rebsamen et à Nathalie Kunders de nous accueillir pour ces assises. Alors moi j'ai choisi cette photo qui représente une borne de recharge sur l'espace public individuel et puis en arrière-plan un bus 100% électrique de TBM, du réseau TBM. Et donc tout simplement pour illustrer une volonté, une conviction forte en termes d'électrification des usages et notamment d'électrification des mobilités, puisque nous souhaitons aller très vite et très fort dans cette direction-là. En effet, aujourd'hui, on est à peu près sur Bordeaux à 5% des véhicules qui sont du parc qui est électrique et on souhaiterait doubler dans les prochaines années.
Et donc, ça nécessite évidemment, au-delà des incitations financières, d'avoir aussi des infrastructures qui permettent de soutenir ceux qui s'engagent dans cette voie-là et de les sécuriser aussi. Donc voilà, c'était pour illustrer cette volonté forte et puis pour illustrer plus largement un souhait de participer à ce mouvement d'électrification des usages national, puisque nous allons également candidater au programme Sans territoire d'électrification. Et donc autour de ces sujets d'électrification des mobilités, il y a d'autres sujets qui concernent par exemple l'électrification des ports, du port et des quais, pour que les bateaux et les paquebots, notamment de tourisme, puissent venir de façon totalement décarbonée. Faire fonctionner les diesels à quai et polluer toute la ville à côté. Voilà. Voilà. Ah oui, alors non, c'est là où il faut qu'il y ait un ensemble cohérent de possibilités, bien sûr, de se mouvoir. Et puis des projets aussi, soutenir des projets industriels aussi pour développer la filière batterie, notamment avec des projets autour du cobalt et du nickel à Bordeaux pour aussi pouvoir soutenir cette filière amont, très important en termes de souveraineté, très important en termes de flexibilité des usages et de l'électricité, de l'énergie électrique. Donc voilà, c'était vraiment pour un joli défi. Se dire que tout ça est devant nous et qu'il faut y aller avec tous ensemble. Tout à fait, comme le disait François Rebsamen, il y a un sujet de coopération avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et puis y aller avec une visibilité pour que effectivement ce soit un projet qui suscite l'adhésion de tous. Merci beaucoup. On reviendra sur cet enjeu de visibilité aussi. Chantal Cutajar, vice-présidente de Ville et Eurométropole de Strasbourg, en charge de la transition écologique. Vous aussi, vous avez choisi, ce qui illustrait le mieux pour vous la mobilisation. Donc, on va revoir le mur d'images. Et bien, ce moment que vous avez choisi, un moment de collectif. Oui, absolument. Merci de nous avoir conviés à ces assises. Cette photo, elle pourrait surprendre parce qu'évidemment, on n'y voit ni éolienne, ni panneaux solaires, ni usines décarbonées, mais on y voit des milliers de jeunes Européens qui sont réunis au Parlement européen lors des dernières assises organisées à Strasbourg. Et ils débattaient de leur rôle dans la transition énergétique. Et je crois pourtant que cette image, elle dit absolument l'essentiel de la transition. Elle nous rappelle en effet que la transition énergétique n'est pas uniquement un défi technique, elle est d'abord un défi humain et démocratique. Et car aujourd'hui, nous sommes confrontés, je crois que nous en sommes tous d'accord, à 3 défis qui s'additionnent et parfois se renforcent. Le dérèglement climatique, la vulnérabilité énergétique et bien sûr la crise de confiance démocratique. Et je crois que cette dernière peut faire échouer les 2 autres. Pourquoi ? Parce qu'une partie de nos concitoyens doutent de notre capacité à agir. Ensuite, un autre a le sentiment que les décisions se prennent sans elle, voire même contre elle. Et c'est pourquoi je suis profondément convaincue que la mobilisation générale dont nous parlons aujourd'hui ne pourra réussir qu'en associant pleinement l'ensemble des acteurs du territoire. Et c'est ce que nous faisons à Strasbourg dans le cadre de ce que nous appelons le pacte, pour donner un exemple concret, penser, aménager et construire la ville en transition écologique. Et cette méthode nous a permis d'aller plus loin dans nos exigences et de favoriser une augmentation de près de 40% de la puissance photovoltaïque installée sur notre territoire. Voilà, alors si je devais retenir 3 mots de cette photo, eh bien, ce serait d'abord la confiance, parce que aucune transition ne pourra réussir durablement dans une société fragmentée. Le second terme, c'est la co-responsabilité, parce que nous réussirons
ensemble ou bien nous échouerons ensemble. C'est ce qui a été dit tout à l'heure par François aussi. Et enfin, le troisième terme, c'est la co-construction, parce que la complexité des défis auxquels nous sommes confrontés exige de croiser les regards, de croiser les compétences et de croiser les expériences. Merci beaucoup. Cette image nous a dit effectivement beaucoup de choses essentielles. Monsieur le ministre Patrice Vergrit, alors de votre côté, président de la communauté européenne de Dunkerque, maire de Dunkerque, il a fallu choisir une image, là aussi emblématique de cette mobilisation générale. Oui, bonjour à toutes et à tous. En fait, j'avais l'embarras du choix et c'était difficile parce que j'aurais pu choisir de vous mettre un bus gratuit. Et donc, j'aurais pu évoquer la façon dont on accompagne l'évolution des comportements, comme le disait tout à l'heure François Rebsamen, sans brusquer la population. Aujourd'hui, Dunkerque a triplé la fréquentation du transport collectif depuis 2018, ce qui est unique dans le monde grâce au transport public gratuit. J'aurais pu associer ça avec un vélo juste à côté, ça aurait été notre politique de mobilité. Je n'ai pas choisi cet angle-là. Voilà. J'aurais pu choisir aussi la production d'électricité décarbonée avec la plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentale, le projet d'EPR2, le champ éolien offshore, Dunkerque, première plateforme énergétique européenne. Je n'ai pas pris non plus cet angle-là. Alors j'ai choisi un autre angle, celui de la décarbonation industrielle, et donc une double photo mais qui va ensemble puisque à gauche vous avez une ancienne industrie, ArcelorMittal, industrie sidérurgique, qu'il faut décarboner et qui est en cours de décarbonation. C'est notamment le projet de four électrique aujourd'hui sur ArcelorMittal Dunkerque, qui a été d'ailleurs annoncé par le président de la République quand il est venu à Dunkerque. La décarbonation d'ArcelorMittal Dunkerque, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Hein. Voilà, juste pour voir le mastodonte qui est en jeu là. Donc en consommation, pour changer le process. Changer le process Industriel et le décarboner, pas totalement d'ailleurs, puisqu'il y a aussi un projet de captation carbone qui va avec derrière. Donc le travail de décarbonation de nos industries existantes pour garder notre souveraineté sur des enjeux majeurs. L'acier est évidemment un enjeu de souveraineté européenne. Et décarboner cette industrie-là était une évidence. Et à droite, vous avez Vercor. C'est plutôt le message que la décarbonation, c'est aussi un levier de développement industriel. Ce n'est pas simplement changer nos anciennes usines pour les décarboner, c'est aussi accueillir de nouvelles usines, ou les usines qui correspondent aux usages décarbonés. Donc là, c'est évidemment une gigafactory de batteries électriques donc qui est construite, mais j'aurais pu mettre la photo de Technip, qui est un projet de production d'un carburant d'aviation durable pour aviation, pour diminuer l'impact carbone de l'aviation. En fait, Dunkerque accueille aujourd'hui et trouve en fait une nouvelle vie industrielle avec l'accueil de ces industries de la société décarbonée. Énorme enjeu effectivement de cette décarbonation du secteur industriel qui va peut-être faire écho, Nicolas Saudon, avec l'image que vous avez choisie. Alors Nicolas Saudon, je vous laisse peut-être dire un petit mot pour Sylvain Waserman qui peut être avec nous. Sylvain Waserman nous rejoindra ce soir et demain. Il est retenu aujourd'hui à Paris pour une audition au Sénat dans le cadre de l'examen prochain du projet de loi de réorganisation de l'État local. Donc voilà, il tenait à vous présenter ses excuses pour son absence. J'ai l'insigne honneur de le remplacer et je le fais avec plaisir. Et donc Sylvain avait choisi une photo d'une papeterie. Je ne sais pas si on peut l'afficher à l'écran. Les papiers, les rouleaux de papier. Donc c'est une papeterie qui s'appelle Sical, qui est située dans le pays de l'Imbre, dans les Hauts-de-France, près de Saint-Omer. Et alors pourquoi cette photo est intéressante? Parce que c'est une usine de 300 salariés qui produit à peu près 60 000 tonnes de carton et de papier par an. Et cette usine, cette entreprise a fait le choix assez en avance de procéder à des travaux de décarbonation de ces processus industriels, et ça depuis 2020, 2021, 2022. Et cette entreprise a pu survivre aux différents chocs qui ont atteint l'industrie ces dernières années, et notamment le choc de l'explosion des prix de l'énergie, à l'inverse d'une autre papeterie tout proche d'elle, près de Saint-Omer, qui, elle, a dû fermer ses portes suite à deux chocs qu'elle a pris de front. Le premier choc, c'est évidemment l'explosion des prix de l'énergie. Elle n'avait pas su à temps, on va dire, anticiper ce phénomène et passer à des processus de chaleur renouvelable ou d'électricité.
Et le deuxième choc qu'elle a dû encaisser, c'est des inondations tragiques dans le Pas-de-Calais. Donc 2 facteurs clés qui ont impacté cette entreprise, le changement climatique et d'autre part les crises internationales. Et on voit bien que dans les 2 cas, la transition énergétique peut permettre de se prémunir de ces problèmes, pas complètement, mais en partie quand même, de gagner en résilience. Et c'est ça ce que veut dire cette photo par rapport à ces problèmes de choc climatique, mais aussi d'équation internationale. Donc souveraineté et résilience, je crois que c'est 2 mots très importants. Et voilà, pour rappeler que les questions industrielles sont des questions importantes pour tous les élus, je pense. Les industries sont sur nos territoires et donc l'ADEME, à sa mesure, on va dire, accompagne aussi ces processus de décarbonation de l'industrie avec notamment le fonds France 2030, voilà, depuis plusieurs années. Merci beaucoup François Rebsamen pour terminer ce tour de table d'images. Il y a aussi une image qui est emblématique de cette mobilisation générale. Le mur d'images va à nouveau s'afficher. Vous allez peut-être reconnaître cette image et peut-être nous la commenter. On va la voir apparaître en grand. Oui, on va passer du très grand, peut-être presque, quand on parlait de l'atome, à l'infini petit ou à l'infiniment grand. J'ai choisi quelque chose de très concret. Il s'agit de la photo qui illustre les 2000, je recherche le chiffre exact, 2194 panneaux solaires que nous avons fait installer sur le parking du Zénith. La métropole de Dijon est lancée avec la ville, bien sûr, avec Madame Kunders, sur la solarisation de tout ce que nous pouvons solariser sur nos espaces, sur les toits, à travers les ombrières et tout, dans les quartiers de la politique de la ville, comme nous l'avons visité ce matin avec Patrice et les autres élus. Donc ça va produire de l'électricité. Ça me permettait de dire 2 choses. Premièrement, cette électricité produite, elle est réinjectée dans le tramway. Elle représente 10% de la consommation du tramway. Ça donne une idée précise. Et puis deuxièmement, on a pu le faire parce que je citais tout à l'heure Jean-Patrick Masson, mais il a fallu se battre pour faire modifier les conditions d'utilisation de cette énergie par la CRE. Et c'est la Commission nationale de la régulation de l'énergie qui a accepté de modifier après un combat de longue haleine mené depuis longtemps. Et j'en profite pour dire, c'est quand même dommage que quand on obtient un tel arrêté qui a été pris au mois de février ou quelque chose comme ça, il y a aujourd'hui une nouvelle demande, ça doit être dans le cadre de l'État local. Il faut à nouveau une autorisation du préfet, malgré des décisions qui ont été prises, pour pouvoir utiliser cette énergie. Alors, les préfets ne font pas des choses contraires, bien évidemment, mais on se demande pourquoi, alors que la décision nationale a été prise, il faut encore redemander. Enfin, voilà, c'est notre pays, et c'est ce que je conteste, c'est cette surnorme en permanence sur nos collectivités locales qui nous empêche d'avancer vraiment. Eh bien justement, vous lancez parfaitement le débat de ce deuxième tour de table, puisque j'allais vous demander, et vous l'avez déjà un peu évoqué, ce qui nous freine aujourd'hui pour cette mobilisation générale, pour l'accélérer. Selon vous, on a un arsenal pourtant législatif qui est en place. Est-ce que ça suffit? Voilà, qu'est-ce qui est encore bloquant selon vous? Et on fera un tour de table pour lancer ces assises sur ce sujet-là. Ce qui est bloquant, c'est la suradministration de nos collectivités. Nous ne sommes pas des exécutants du gouvernement. Nous sommes des collectivités qui ont leur propre autonomie, leur propre fonctionnement, et qui ne peuvent pas en permanence voir les règles évoluer et changer. Et ces changements permanents de règles, cette suradministration, la surtransposition bien souvent des normes européennes, fait que nous sommes avec des freins, alors même qu'on nous dit allez-y, investissez. Je vais prendre l'exemple de l'électrification dont on parlait tout à l'heure. Le plan d'électrification qu'a présenté le Premier ministre, c'est une belle idée qui est attendue. Mais en même temps, les projets qui étaient en cours, on vient de modifier le financement. Modifiant le financement, quand on a des partenaires privés, eh bien, c'est mettre à mal le projet qui était lancé. Donc, laissez-nous avec de l'autonomie et laissez-nous définir, dans le cadre de la loi bien évidemment, nos propres normes au territoire qui nous conviennent. Voilà le message rapide que je voulais faire passer. Merci beaucoup Patrice Vergrit. Alors plus d'autonomie? Comment dire, je vais rester calme, mais
Tout à l'heure, je vous ai parlé de la décarbonation industrielle que vit le territoire dunkerquois et à un moment de développement industriel majeur. Nous avons souhaité, maintenant il y a plus de 10 ans, mettre justement la transition écologique et énergétique au cœur de nos politiques publiques pour en faire notre nouveau levier de développement. Et ça fonctionne. Dunkerque, aujourd'hui, vous le voyez, c'est 20 000 emplois, c'est 70 milliards d'investissements, c'est un succès. Et c'est Dunkerque qui a été choisi par le même État pour être l'agglomération la plus impactée par la loi de finances 2026, alors que Cannes a été préservé. Une incohérence totale des politiques publiques dans ce pays. D'un côté, vous avez un président de la République, un Premier ministre qui dit vive la réindustrialisation, mais de l'autre côté, vous avez un État en silo qui ponctionne les territoires industriels. Aujourd'hui, les territoires qui émettent le plus de carbone sont les territoires industriels. Ceux qui ont le besoin le plus d'investir, d'accompagner cette décarbonation industrielle, ce sont les territoires industriels. Qu'est-ce qu'on fait comme choix dans la loi de finances 2026 ? Ponctionner ces territoires-là. Donc leur enlever des marges de manœuvre. Mais toutes les marges de manœuvre. Aujourd'hui, je vais annoncer au prochain conseil communautaire plein de projets supprimés. Je ne peux plus accompagner la décarbonation. En termes de mobilité, nous avions un projet d'usine sans parking. Pour pouvoir décarboner les pratiques, nous ne pouvons plus le faire. Parce qu'on a choisi Dunkerque comme le territoire le plus impacté par la finance. Donc oui, je suis énervé, vous le sentez. Ce qui m'agace, ce n'est même pas la réglementation, c'est le silotage des politiques publiques avec de l'incohérence entre ces politiques publiques. Une direction du budget qui va dans un sens, le gouvernement qui va dans l'autre sens, et il n'y a rien pour remettre de la cohérence dans tout ça. Vivement une vision et un cap unique et un État qui pense dans le même sens. Merci. Chantal Cutajar, peut-être vous devez avoir un... Ok. Pour réagir aussi, votre vision aussi de la situation actuelle. Oui, moi je crois qu'on est véritablement dans un moment charnière de la transition énergétique. Je pense qu'on est quand même mieux armé qu'hier. La PPE 3, le plan d'électrification, les dispositifs de financement et les stratégies nationales, elles nous donnent un cap. Et les territoires, je crois, ont besoin de ce cap. Mais je crois aussi que nous ne sommes pas encore suffisamment armés pour aller à la vitesse que l'urgence climatique exige. Parce que le principal frein, je crois, que nous connaissons aujourd'hui, c'est plus l'absence d'ambition de territoire. On l'a suffisamment démontré tout à l'heure. C'est véritablement l'instabilité des règles du jeu. Les collectivités peuvent s'adapter à des objectifs ambitieux. Elles ont beaucoup plus de difficultés à s'adapter à une incertitude qui est quasi permanente. La transition, ça exige un temps long, ça suppose des investissements, ça suppose des choix industriels, ça suppose de mobiliser des filières qui ont besoin de visibilité. Et d'ailleurs, à Strasbourg, on en a fait un enjeu de souveraineté territoriale. Mais ce que je voudrais dire, c'est que notre ambition, elle est à cette image. Si je prends l'exemple de la PPE, elle prévoit de tripler la puissance photovoltaïque en France d'ici 2035 à Strasbourg. Nous avons choisi de la multiplier par 7 dès 2030. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les territoires sont parfois plus ambitieux que les objectifs nationaux ne le sont. Et face à ces incertitudes, eh bien alors nous innovons. Nous avons aussi créé, parce qu'il faut bien faire face à l'incertitude, on a créé la personne, avec l'appui de l'Agence du climat, une personne morale organisatrice d'autoconsommation collective pour permettre de produire, de partager, pour permettre de consommer localement l'électricité renouvelable. Et on a fait aussi le choix de développer, de créer des débouchés locaux pour des grands projets photovoltaïques. Donc, autrement dit, produire ici, consommer ici et faire bénéficier ici les retombées énergétiques, c'est ça l'objectif. Et c'est ça aussi la souveraineté énergétique. Avec de l'innovation et de la créativité pour mettre en place et mener à bien ces projets.
Oui, non, mais absolument. Donc, on a également déposé notre candidature au programme 100 territoires d'électrification. Pourquoi ? Cette candidature dit quelque chose d'assez simple, c'est que les territoires ne demandent pas à être assistés. Ils demandent à être accompagnés pour aller plus vite, parce qu'au fond, cette mobilisation générale dont nous parlons aujourd'hui, eh bien, ça consiste à faire confiance au territoire. Et je crois que sur ce plan-là, on est vraiment tous d'accord, parce que ce sont les territoires qui vont réussir à transformer les objectifs nationaux en réalisation concrète. Et c'est nous qui arrivons à faire de la transition énergétique une réalité qui est vécue par nos concitoyens. Concrète. Absolument. Merci beaucoup. Du côté de Bordeaux, alors, comment vivez-vous cet arsenal législatif, cette volonté peut-être d'autonomie, de trouver des marges de manœuvre? On se demandait lequel des deux aurait l'effort de synthèse générale à Nicolas produire, Soudon. mais ça sera à vous, donc voilà. Non, je souscris globalement aux différents points qui ont été dits, c'est-à-dire que d'une part, cette PPE, elle a quand même l'avantage et le mérite de donner une vision pluriannuelle, et on a besoin de cette lisibilité pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous-mêmes avoir des plans et des stratégies et des plans d'action de long terme. Mais le point le plus essentiel, et d'ailleurs c'est vraiment le point sur lequel Thomas Cazenave, le président de Bordeaux Métropole, met souvent l'accent aussi, le point essentiel, c'est la complexité administrative à laquelle on doit faire face. Et c'est vrai que c'est très compliqué, alors que ce soit au niveau de l'État, mais au niveau même également des différents échelons de la décision en France. C'est vrai que pour savoir qui est responsable de quoi, il faut souvent des tableaux Excel interminables. Et du coup, il y a une dilution de l'action publique, il y a des délais, des recours qui rendent très compliqué l'efficacité de l'action publique, et c'est en train de nous poser un problème démocratique, parce que les citoyens se demandent finalement est-ce qu'on est encore capable d'agir. Et donc, c'est là, à mon avis, tout le chemin qui est devant nous, c'est vraiment de continuer à avoir ce message de absolument essayons de simplifier les normes, essayons de simplifier aussi les délais, les processus pour pouvoir justement parvenir à mettre en œuvre des transformations au niveau des territoires. Le manque de stabilité nous fait énormément de mal. Et c'est vrai qu'au niveau des collectivités, il me semble que nous avons déjà nous-mêmes la même responsabilité vis-à-vis des territoires qui sont nos voisins. Et donc un de nos enjeux au niveau de Bordeaux Métropole est de mettre en place un pacte girondin aussi avec les territoires autour, pour justement arriver à donner une visibilité, à accompagner l'ensemble des territoires à se transformer ensemble. Donc nous-mêmes, nous sommes aussi redevables de cette lisibilité et de cet enjeu de stabilité de nos politiques. Et puis, je pense également que, étant donné cette instabilité qui est assez constitutive de la culture française, malheureusement, en espérant que ça puisse changer à l'avenir, étant donné cela, notre responsabilité en tant que collectivité, c'est aussi d'avancer quoi qu'il arrive. On est en 2026, quelles sont les voies de passage? On est en 2024, quelles sont les voies de passage? On avait un exemple d'autoconsommation collective avec le projet Response qui est magnifique. Est-ce qu'aujourd'hui, ce projet peut voir le jour? On n'a plus les mêmes modèles économiques liés à l'électricité, liés au prix de l'électricité, au prix de revente. Donc peut-être qu'il faut trouver d'autres solutions. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on avance. Donc à chaque fois, où sommes-nous? Quelles sont finalement les conditions normatives et économiques de la décision? Et en tant que collectivité, comme la mobilisation et que de toute manière nous devons avancer pour protéger les concitoyens, notre responsabilité c'est d'aller sur le chemin qui nous permet d'aller le plus vite et le plus fort. Merci beaucoup Jérôme Durin. Alors je ne sais pas si c'est une pré-synthèse, mais en tout cas de votre point de vue, est-ce qu'on est assez armé?
Alors je vais renoncer à l'originalité. Je place tout de suite les mots que tout le monde a déjà dit: visibilité, lisibilité, ça c'était François Rebsamen, stabilité, constance, continuité, il faut tout ça. Innovation. Innovation. L'innovation, elle est là, mais tout le reste, on ne l'a pas. Et quand même, les régions sont censées être chefs de file de la transition énergétique sans moyens dédiés, ça pose quand même un problème. On a quand même besoin, pour massifier, pour diffuser l'innovation qui existe un peu partout, d'avoir quelques règles constantes. Quelques exemples récents: MaPrimeRénov', les tarifs d'achat du photovoltaïque, le fonds vert, des instances de coordination de tout ça, des opérateurs qui sont menacés. Il n'y a aucune cohérence dans le message qui est renvoyé sur la ligne générale. Donc je pense que si on n'a pas ça, si on n'a pas un assouplissement des règles, là aussi, pour les recours abusifs inadaptés, certains projets photovoltaïques ou éoliens, c'est 14 ans chez nous, en Allemagne c'est 3 fois moins. Donc on peut peut-être s'organiser pour que ça aille plus vite. Je pense qu'il y a aussi un vrai sujet de réseau. Moi je mets à la place d'un agriculteur à qui on a dit bon, votre exploitation, son équilibre économique va passer par d'autres ressources, donc mettez du photovoltaïque, et puis le même il reçoit un courrier qui lui dit bah, mon garçon, c'est sympa ce que vous faites, mais de toute façon vous n'allez pas pouvoir vous raccorder. Donc pour aider ceux qui, c'est des exemples concrets dans notre région, hein, quelques centaines de personnes, pour aider ceux qui ont le plus besoin d'entrer dans la transition énergétique pour leurs besoins propres, comme individu ou comme acteur économique, on peut imaginer mieux. Et puis, c'est quand même pas toujours la faute des autres. Donc, il faut aussi qu'on se regarde nous-mêmes. Et moi, je vois que l'opérateur régional que je pilote, il peut aussi contribuer à simplifier un certain nombre de ces règles. Parce que peut-être qu'on peut passer davantage du contrôle vers la confiance et alléger, nous aussi, ce circuit administratif de façon à ce que ceux qui s'adressent à nous pour obtenir des subventions n'aient pas un chemin de croix devant eux. Puis, dernier sujet, quand même lutter culturellement contre tous les climato-sceptiques, il en reste encore beaucoup. Et donc nous, on a mis en place un GIEC régional, le GREC, qui travaille sur ces sujets pour essayer de donner, avec des scientifiques pointus, des informations fiables, et puis continuer de poser la ligne culturellement pour qu'on soit tous d'accord. Le rôle de l'ADEME, vous m'aviez dit un mot juste pour avant de passer vous ne souhaitiez pas ajouter un mot sur le rôle de l'ADEME avant que Nicolas Soudon prenne la parole, parce qu'en tant qu'agence d'État, intervenir après tous les élus, tout ce qu'on vient de dire, peut-être que... Moi je suis pour. Voilà, je suis résolument pour. Je suis pour avoir un opérateur qui nous sécurise, qui nous aide, et un chef d'entreprise il n'y a pas longtemps, c'était une Syrie, qui avait un gros projet de transformation de son activité, et dit heureusement que l'ADEME était là pour nous aider. Chef d'entreprise. Alors voilà. Nicolas Soudon, donc vous êtes vraiment aux côtés très très concrètement en tant que directeur exécutif de l'action territoriale de l'ADEME. C'est vous qui avez cette vision panoramique des aides que vous leur attribuez. Oui, alors pour commencer, je voulais reprendre une phrase de John Stuart Mill qui disait « Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des hommes de bien ». Et j'aime bien cette phrase parce que je trouve qu'elle résume un peu le thème de ces assises. Mobilisation générale, et la question c'est qu'est-ce qui fait qu'on bouge, parce que pour sortir de l'immobilisme, comment on agit. Il y a plein de facteurs qui jouent, des facteurs psychologiques, des facteurs moraux, mais il y a aussi parfois des facteurs qui sont importants, qui sont des facteurs pragmatiques. Et donc je pense que pour répondre un peu à tous les débats qu'on a eu là, on a tous des raisons de se plaindre de dysfonctionnements ici et là, de décisions qui ne permettent pas d'aller aussi vite qu'on le pourrait, mais c'est certain, mais je pense que globalement, il faut avoir conscience qu'on a besoin d'être dans une équipe collective, État, collectivité, entreprise. Désolé pour cette synthèse un peu niaise, mais malgré tout, je pense que c'est la réalité. Il faut que tout le monde se mobilise et comme vous le dites, monsieur Durin, effectivement, on a tous nos petits défauts à corriger, y compris nous à l'ADEME. On n'est pas parfait, loin de là. Et donc, il faut qu'on soit tous dans une équipe commune de la lutte contre le changement climatique. Mais dans les ressorts d'action, il n'y a pas que les ressorts moraux ou les ambitions qu'on a à suivre les objectifs de baisse des émissions de GES. Il y a aussi parfois des facteurs
qui sont tout bêtes, comme la souveraineté, comme la résilience dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que la crise internationale géopolitique, que ce soit l'Ukraine, le golfe d'Ormuz, les tensions pétrolières, elle démontre quoi? Elle démontre notre dépendance extrême aux énergies fossiles. Donc rien que ça, c'est une approche déjà pragmatique, avant même de parler d'enjeux climatiques, même si on les vit quasiment au jour le jour. Hein. Il y a des enjeux tout bêtes de souveraineté. Les importations fossiles en France, c'est 64 milliards d'euros par an. En fait, c'est considérable. Si on utilisait ces 64 milliards d'euros à autre chose, ce serait probablement une bonne chose. Ça rejaillirait probablement aussi sur les recettes de l'État. Ça lui permettrait probablement d'accompagner davantage et mieux les collectivités dans leurs projets. Alors, je voulais citer un exemple à cet égard de politique publique quand même qui soutiennent les collectivités aujourd'hui, c'est le Fonds Chaleur. Le Fonds Chaleur, c'est 800 millions d'euros maintenus dans le budget de l'ADEME malgré les difficultés budgétaires. C'est une victoire collective, je crois, et c'est l'un des leviers les plus efficaces pour créer, étendre des réseaux de chaleur renouvelables. Et je voudrais préciser que les réseaux de chaleur, ça peut être aussi des réseaux de froid. Hein. Dans le contexte actuel, ça peut être bien utile. Et si on prend l'exemple évidemment de la ville qui nous accueille aujourd'hui, depuis 2014, c'est une progression spectaculaire du nombre de kilomètres de réseaux de chaleur qui permet d'alimenter les équipements publics, les logements sociaux, etc. Et de protéger nos concitoyens et nos collectivités contre les changements des prix de l'énergie. Et puis c'est aussi 11 millions de tonnes par an de CO2 évitées grâce aux réseaux de chaleur installés en France, aux 11 000 installations qui ont été mises en œuvre depuis 2009. Et c'est aussi une protection pour notre PIB, parce qu'en réalité, 1 milliard d'euros du Fonds Chaleur, c'est 3 milliards d'euros dépensés en tout dans les investissements. Donc il y a un effet de levier important qui mobilise les finances des collectivités, mais aussi des intervenants privés. Hein. Souvent, il y a des délégataires de services publics qui aussi viennent apporter leur propre financement. Donc c'est un point très important. Évidemment, le Fonds Chaleur ou les réseaux de chaleur concourent aux objectifs de la PPE, la Programmation pluriannuelle de l'énergie 3, qui prévoit de passer de 60% d'énergie fossile à 60% d'énergie décarbonée en 2030. C'est donc dans 4 ans, hein, donc ça a même 2 ans, 3 ans et demi, donc ça vient très vite. Les objectifs sont très très ambitieux. Mais aussi de réduire la consommation finale d'énergie. Alors on était l'ADEME autrefois l'agence de la maîtrise de l'énergie, de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, maintenant on est l'agence de la transition écologique, mais la maîtrise de l'énergie est toujours importante aujourd'hui. Hein. Elle l'était en 1974, elle l'était dans les années 80, elle l'est toujours aujourd'hui. Donc il faut réduire aussi ses consommations d'énergie. Et puis dans la PPE, il est prévu de multiplier les réseaux de chaleur par 2 ou 3 d'ici 2035. Donc on participe avec nous tous à ces objectifs de décarbonation. Et puis, on a le plan d'électrification qui a été annoncé par le gouvernement il y a quelques semaines. On y participe activement. On est ravis de voir la candidature de nombreuses collectivités, dont Bordeaux, Strasbourg. Je me souviens plus, Dijon aussi. Non, pas Dijon. Voilà. Enfin, il y a plein de collectivités. On va retenir une centaine de territoires avec le SGPE, peut-être un peu plus d'une centaine. Et il y aura un accompagnement dédié auprès de ces collectivités, mais ce qui n'empêche pas toutes les collectivités de pouvoir participer activement au plan d'électrification. Vous savez qu'aujourd'hui, on produit un peu trop d'électricité. Ce n'était pas le cas il y a 2 ans, mais cette année, c'est le cas. Et donc, il faut orienter les usages vers l'électrique aujourd'hui, ce qui participe aussi à la décarbonation. Et puis pour terminer, on a quand même des outils qui ne coûtent pas d'argent aussi, qui permettent d'accompagner l'ensemble des acteurs. Je voudrais en citer 2. Le programme Territoire engagé transition écologique, qui coûte en tout cas pas très cher. Et je voulais signaler, peut-être en avance de phase par rapport à demain, d'ailleurs, que Dijon devrait recevoir sa 4e étoile sur le volet climat, air, énergie, et la ville et la métropole, et sa 3e sur le volet économie circulaire pour la métropole demain. Ce sera remis officiellement. Donc voilà, une très belle nouvelle. 2e élément, les COP régionales, on en a parlé. Et 3e élément, on a créé il y a 2 ans et demi un réseau qui s'appelle le réseau Élus pour agir, qui permet aussi d'apporter de l'expertise, du savoir, des connaissances à tous les élus qui veulent participer à cette décarbonation. Et c'est un outil simple qui ne coûte pas forcément d'argent, mais qui, je pense, participe aussi à l'effort collectif. Merci beaucoup, merci à tous. Et je vous propose, alors ça va faire le lien directement avec la désinformation, les climato-sceptiques, puisque nous allons accueillir notre grand témoin de cette journée, Eva Morel, qui va nous rejoindre. Notre grand témoin, cofondatrice, secrétaire générale de Quota Climat, association créée en 2022,
qui fait ce que personne ne faisait avant, c'est-à-dire mesurer, chiffrer, contester juridiquement la désinformation climatique dans les médias audiovisuels, et elle est présente. Et c'est notamment sous son impulsion que la France a obtenu en 2024 une première sanction financière au monde pour climato-scepticisme, une décision confirmée en novembre dernier par le Conseil d'État. Voilà, donc je vous demande de bien vouloir accueillir chaleureusement Eva Morel qui nous rejoint. Eva Morel, je vous laisse nous présenter les enjeux, ce qu'il en est aujourd'hui, ce que l'on entend justement par cette désinformation. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être présente avec vous aujourd'hui pour vous parler de désinformation climatique. Prise en main de l'outil. Vous avez sans doute de plus en plus entendu parler de désinformation et ce n'est pas un hasard. Entre 2019 et 2026, les recherches Internet sur le sujet ont été multipliées par 4. Mais le sujet n'est pas un phénomène de mode. Et ce que je vais m'employer à faire aujourd'hui, c'est vous démontrer à la fois que ce n'est pas une boîte noire, qu'on peut la comprendre et l'appréhender, et qu'il y a des choses qu'on peut faire pour y remédier et que ce n'est pas une fatalité. Dans un premier temps, j'aimerais parler des conséquences de la désinformation climatique. La conjugaison de la désinformation et des catastrophes climatiques peut tuer. À Valence, il y a des faux numéros d'urgence qui ont circulé pendant les inondations et qui ont empêché certaines personnes d'avoir accès suffisamment rapidement au secours. En Floride, pendant l'ouragan Milton, il y a des personnes qui pensaient qu'elles allaient se faire spolier de leurs biens du fait d'une fake news circulée par Donald Trump si elles évacuaient de leur maison, et donc elles ont refusé de le faire. En Jamaïque, pendant l'ouragan Melissa, les vidéos générées par IA étaient beaucoup plus visibles que les vidéos générées par les sinistrés et par les personnes qui appelaient les secours, donc ce qui a perturbé les messages d'urgence. Et puis plus récemment, à Los Angeles, pendant les incendies, la faible préparation a été attribuée aux politiques d'inclusion et de diversité de la ville. Ce que vous voyez, c'est que les collectivités sont souvent en première ligne de la désinformation climatique. Mais la désinformation, elle a aussi des conséquences sur nos élections. Elle les altère, voire parfois elle les annule, comme récemment en Roumanie. Et la désinformation possède également un impact sur notre capacité à légiférer. Elle obstrue l'action. Par exemple, récemment à l'Assemblée nationale, il y a un moratoire qui a été voté sur les énergies renouvelables. Et au sein de l'exposé des motifs de l'amendement qui a été adopté, il y avait de la désinformation, comme par exemple le fait que les énergies renouvelables intermittentes causent des blackouts, ce qui avait été démenti par un certain nombre de rapports d'experts, comme la Commission de la régulation de l'énergie. Mais la désinformation, ce n'est pas quelque chose de spontané. C'est une stratégie qui est développée consciemment par des acteurs qui ont un intérêt à le faire. La désinformation climatique en particulier se situe à la convergence d'intérêts qui sont multiples et que je vais vous décrire. Dans un premier temps, on a les intérêts de l'économie carbonée, l'économie fossile et ses dérivés, qui ont un intérêt stratégique à ralentir l'action de leur modèle économique et donc qui s'opposent à la régulation. Mais on a également l'économie de l'attention, qui monétise notre temps et qui a un intérêt à produire des contenus qui génèrent des émotions négatives et qui captivent notre attention. On a aussi les groupes d'extrême droite qui ont été directement associés à des stratégies de désinformation et qui l'utilisent à la fois à des fins électorales pour progresser dans les sondages, également se mobilisent de plus en plus sur les questions climatiques et environnementales pour élargir leur électorat, et ce qui permet de mobiliser des thématiques qui sont chères à leur corpus idéologique, et notamment le localisme. Et puis on a les ingérences étrangères qui divisent l'opinion et qui créent de la défiance vis-à-vis de certaines institutions et qui misent sur une thématique qui est de plus en plus présente dans le débat public, qui est le climat. En parallèle de ça, on a beaucoup de vulnérabilité. Nos politiques publiques sur les questions environnementales sont encore perfectibles. Elles sont encore trop souvent injustes et manquent de redistribution. Les politiques climatiques et environnementales sont aussi de plus en plus coûteuses. C'est-à-dire que les taxes carbone ou la réduction des produits chimiques coûtent à certains groupes de population et à certains acteurs économiques. Et puis, les politiques climatiques et environnementales touchent à nos modes de vie, à notre identité, à notre culture. Et je vais prendre l'exemple de la bagnole, si chère aux Français. C'est compliqué d'avancer dessus. C'est donc le sujet facile à instrumentaliser. Et donc, résultat, en Europe, le climat est devenu le sujet le plus exposé à la désinformation en 2025 en ligne. Mais contrairement à ce qu'on croit, la désinformation, elle ne touche pas l'opinion publique au sens large, les individus, elle touche principalement les décideurs publics.
Pourquoi? Parce que l'objectif, et je l'ai expliqué, c'est souvent de ralentir l'action et de créer de la défiance. Et c'est pour ça que chez Quota Climat, on s'intéresse particulièrement au rôle de la télévision, de la radio et de la presse écrite. C'est la gourde qui vient de tomber. Parce qu'elles ont une capacité de prescription sur le débat public qui est très, très importante, et notamment parce que leur efficacité politique possède un impact qui est encore quasi hégémonique dans la capacité à façonner la manière dont les décideurs économiques et politiques se représentent le débat. Il existe vraiment un effet vu à la télé ou entendu à la radio qui crédibilise à la fois un narratif et la personne qui tient ce narratif. Et donc c'est la raison pour laquelle les médias traditionnels sont souvent les cibles ultimes des stratégies de désinformation. Quand un narratif de désinformation circule à la télé ou à la radio, ça va le blanchir et donc ça va ancrer ce narratif dans le débat public et on va se retrouver quasiment à légiférer dessus. On s'est donc intéressé avec mon association et nos partenaires de l'Observatoire des médias sur l'écologie sur la représentation de la désinformation climatique dans les médias traditionnels, télé et radio en 2025 en France. Le résultat, c'est qu'on a détecté 665 cas de mésinformation climatique sur l'année 2025 qui n'ont pas été contredits, ce qui représente une moyenne de 13 par semaine. La bonne nouvelle, il y en a 3, c'est que ces cas peuvent être regroupés en 19 narratifs récurrents qui regroupent plus de 85% des cas qu'on a détectés. Ce qui signifie que finalement, la forme que prend la désinformation est assez homogène et prévisible et donc peut être anticipée. Et pour citer 3 des thématiques les plus ciblées par la désinformation en 2025, il y a les énergies renouvelables, leur caractère coûteux, intermittent, leur manque de fiabilité. Il y a aussi les véhicules électriques et puis la responsabilité de la France dans le réchauffement climatique mondial. Ces cas, ils surviennent donc, et ce n'est pas un hasard, autour d'événements bien particuliers, que sont les événements météorologiques extrêmes, et notamment l'année dernière pendant les canicules. Et je pense que les canicules qu'on est en train de vivre en ce moment démontrent que la désinformation s'amplifie à l'aune de ces événements particuliers, mais aussi pendant des discussions autour de politiques publiques, autour de discussions politiques, et puis des grands moments internationaux, que ce soit des COP, mais aussi des discours de personnalités politiques visibles à l'échelle internationale. La bonne nouvelle également, c'est que comme cette désinformation survient par cycle, on peut aussi prédire ces cycles. Puis la troisième chose, c'est que ces cas surviennent en grande majorité dans une poignée de médias. En France, plus de 2/3 de ces cas ont été regroupés autour de 4 médias en particulier, que sont CNews, Europe 1, RMC et Sud Radio. Et donc, ça signifie que leur origine est aussi localisée. Donc, pour résumer, si on peut anticiper la forme que prend la désinformation, si on peut anticiper sa temporalité et si on peut anticiper sa localisation, on peut agir, on peut anticiper, et donc la désinformation cesse d'être une fatalité. C'est la raison pour laquelle on pense qu'il existe 3 leviers majeurs pour remédier au phénomène. Dans un premier temps, l'étudier. Parce que sans données, c'est compliqué de comprendre exactement quand elle circule, où elle réside et comment est-ce qu'on peut s'y attaquer directement. Et donc ça permet de concevoir des réponses qui soient précises pour ne pas surréagir face à la menace, ce qui serait dangereux pour la liberté d'expression, mais pour ne pas sous-réagir non plus. Dans un second temps, il s'agit de s'y préparer à toutes les échelles, à commencer par l'échelle individuelle, et je vais y revenir, par exemple en croisant ses sources, mais aussi à l'échelle collective, en reconnaissant la valeur prescriptive, notamment de la parole quand on est relais d'opinion ou d'information, en se préparant, en connaissant les narratifs les plus fréquents pour pouvoir y riposter en direct, par exemple pendant des débats. Et puis la troisième chose, c'est de réguler, lorsque la bonne volonté ne suffit plus. Il faut savoir que la désinformation, c'est une stratégie qui est extrêmement rentable, et souvent elle est impunie. Ce qui signifie que la dissuader passe par le fait de sanctionner les cas les plus saillants, les plus graves, pour éviter de devoir le faire sur l'ensemble des cas de manière systématique, ce qui serait encore une fois problématique pour la liberté d'expression, mais pour quand même montrer l'exemple et rétablir la structure de coût, créer de la redevabilité vis-à-vis des acteurs qui l'utilisent comme stratégie. En 2024, et ça a été dit, l'Arcom a rendu une sanction financière à hauteur de 20 000 € contre CNews pour un cas de désinformation climatique qui n'avait pas été contredit à l'antenne. Puisque CNews fait systématiquement appel suite à des sanctions de l'Arcom, il a saisi le Conseil d'État. Et en 2025, l'année dernière, le Conseil d'État a établi sa première base de jurisprudence qui établit que désinformer sur le climat, et notamment en l'occurrence la science du climat, sans contradiction à l'antenne, c'est un manquement aux exigences de rigueur et d'honnêteté des producteurs d'information. Cette jurisprudence, elle est très utile parce qu'elle nous permet de montrer qu'on sort d'un régime d'impunité et qu'on commence à construire un socle de rigueur supérieure. Et puis, dernière chose, je pense que c'est important de se dire qu'à l'échelle individuelle, on n'est pas démunis non plus. Il y a des choses qui sont possibles et qui sont mobilisables pour chacun d'entre nous.
Et la chose la plus importante est sûrement de se méfier des émotions fortes générées par des contenus d'information. Des informations mises sur une capacité à relayer très rapidement lorsqu'on est choqué. Et il y a une idée reçue selon laquelle moins on est connaisseur, plus on est touché par la désinformation. En réalité, c'est les personnes qui sont les plus touchées par un sujet qui vont être les plus amenées à relayer une désinformation qui touche ce sujet, spécifiquement parce qu'en fait, on y prête attention et qu'on a envie de partager à nos collègues, à notre famille, à nos amis pour alimenter des discussions précédentes. L'année dernière, je vais prendre un exemple personnel, j'ai croisé une fausse information qui concernait la COP30 et le fait qu'il y ait une autoroute qui soit en cours de construction en Amazonie pour desservir la COP30. C'est quelque chose qui m'a profondément choquée puisque Quota Climat s'y rendait, que beaucoup de nos partenaires également, et qu'on n'avait pas envie de créer un message dissonant par rapport à ce qu'on allait défendre là-bas. Donc j'ai immédiatement relayé cette information, honnêtement à énormément de monde, beaucoup plus que je relaie d'habitude, à mes collègues, à mes amis, à mes proches, à ma famille, avant de réaliser que les autorités locales avaient démenti cette affirmation, qui avait pourtant été relayée par la BBC, et de réaliser qu'en réalité il s'agissait d'une fausse information qui visait à décrédibiliser la COP et qui était la première d'une longue série qui s'est accrue à l'approche de l'événement international. La chose qu'on a réalisée chez Quota Climat, c'est d'une part qu'on pouvait se faire avoir, même si on était spécialiste de ces questions, mais d'autre part qu'on n'était pas démunis. On a commencé à contacter énormément de médias nationaux pour expliquer ce dont il s'agissait. Et quelques jours plus tard, le JT de TF1 en a fait un sujet en tant que tel, à part entière, pour expliquer qu'il s'agissait d'une fausse information et qu'il était important de fact-checker l'article de la BBC en tant que tel. Vous voyez, la BBC, ce n'est pas nécessairement un compte obscur sur les réseaux sociaux, c'est un média de référence à qui ça peut arriver. Cette histoire, elle nous enseigne d'une part que toutes et tous, on est vulnérables, mais aussi que notre impuissance est une construction. Je vous remercie. Merci Eva qui va nous rejoindre à l'instant. J'aurais bien aimé ouvrir un débat sur ce sujet avant de passer la parole à François Rebsamen pour conclure, mais le temps file, donc peut-être quelques expressions si vous le souhaitez, mais on va faire vraiment quelques expressions. Oui, je sens que vous avez envie de réagir. Je vous remercie beaucoup parce que ce que vous venez de dire me parle beaucoup. Parce que dans les territoires, je crois que nous faisons tous l'expérience de cette montée de la défiance alimentée par ces fausses informations. Mais alors, je me dis aussi que la réponse, elle ne peut pas être uniquement une réponse de communication ou de régulation. Je crois que c'est aussi une question de méthode démocratique. À Strasbourg, par exemple, on a saisi notre conseil de développement sur la sobriété énergétique et l'acceptabilité des énergies renouvelables, justement pour couper court à un certain nombre de désinformations. Et c'est aussi la raison qui m'a poussée à envisager la révision du plan climat sous un angle très très ouvert de consultation démocratique. Pour associer un maximum la population et leur donner la bonne information. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que les démarches de participation citoyenne, les démarches de co-construction, est-ce qu'elles ne constituent pas, elles aussi, un levier de lutte contre la désinformation climatique et puis l'ensemble de la défiance qu'elle nourrit. Donc ça, c'est un engagement fort. On va faire le tour de table, puis je vous passerai le micro après Maman pour rebondir. Oui, dans l'ordre que vous voulez. Allez-y. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour effectivement ces éléments qui donnent vraiment à réflexion. On s'aperçoit tous que cette désinformation est très menaçante, à la fois parce qu'elle empêche d'avancer, parce qu'elle pose une défiance des concitoyens, et donc ça rend encore plus difficile de convaincre. Et je pense que face à ça, la meilleure réponse que nous pouvons amener, c'est une réponse par la preuve, en fait. C'est-à-dire que les territoires qui ont avancé, les territoires qui sont adaptés, les territoires qui protègent aujourd'hui leur population parce qu'ils sont souverains au niveau de l'énergie, parce qu'ils ont avancé sur la décarbonation de leur énergie, parce qu'ils ont avancé sur la rénovation de leur habitat, sont des territoires qui sont mieux protégés que d'autres qui n'ont pas encore réussi à faire leur mue. Et finalement, les concitoyens, ça, ils le voient bien. Et ils vont le voir de plus en plus. Quels sont les territoires qui ont avancé, ceux qui n'ont pas avancé. Et donc, je crois que la meilleure arme face à ce dogmatisme
climato-sceptiques, c'est la preuve et c'est l'action. Et je dirais que c'est aussi le meilleur arme face à un autre danger qui nous guette, c'est aussi les tabous. Il y a un certain nombre de sujets qui sont, lorsqu'ils sont pris avec dogmatisme, finalement empêchent le discernement, empêchent le débat, sont des tabous. Et finalement, c'est par l'action, à mon avis, là aussi, des collectivités territoriales, en partenariat avec les acteurs économiques, en partenariat avec l'ensemble. Lorsqu'on arrive à avancer, et ben finalement, on montre que ce tabou n'était peut-être pas justifié. Je pense à plusieurs sujets. Moi, je sais sur la Gironde, par exemple, on a un sujet qui est étonnant, une opposition, par exemple, à la ligne LGV Bordeaux-Toulouse. On se dit, il faut qu'on puisse en discuter, il faut qu'on puisse discerner, il faut qu'on puisse en débattre, parce que moi, il me semble que cette électrification est plutôt un progrès pour le territoire, par exemple, toulousain, et qu'il va amener à moins de trajets, notamment en avion, par exemple. Et voilà, ça me paraît être en tout cas un sujet qui mérite un débat. Et donc, voilà, j'en appelle au débat et au pragmatisme. Lutter contre la désinformation, ce n'est pas tuer le débat, on est d'accord, au contraire. Exactement. Allez-y. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire l'oratrice précédente depuis Bordeaux. C'est un sujet démocratique et c'est un sujet de politique publique. On ne peut pas dire tous ensemble, tout à l'heure, ça ne marche pas bien, la tuyauterie n'est pas bien alignée, c'est pas clair, on ne sait pas ce qu'on veut, et demander à la base que les gens, eux, comprennent parfaitement où on va et qu'ils trouvent que tout ça est parfaitement organisé. Donc, la preuve du pudding, c'est qu'il se mange. Quand on est bénéficiaire en bout de chaîne d'une politique publique claire qui produit des effets, on est moins voué à douter de l'élan collectif. C'est pas un hasard d'ailleurs si il y a un sujet avec les classes populaires. C'est plus facile de croire à la transition énergétique quand on se paye une Tesla, qu'on peut se payer de la confiture bio à 9 € le pot et qu'on a des tissus issus du commerce équitable. Quand c'est compliqué d'acheter une voiture électrique, quand son logement est mal rénové et qu'on n'est pas aux premières loges de la transition énergétique, alors évidemment c'est compliqué. Donc il y a un sujet de politique publique et un sujet démocratique. Effectivement, il faut se battre parce que la démagogie elle est sur le climat, elle est partout, elle est dans les réseaux. Donc il y a aussi un combat politique à conduire, c'est notre boulot. Patrice Vergret, Nicolas Soudon, vous souhaitez... Oui, Roland Barthes disait la guerre contre l'intelligence se mène toujours au nom du bon sens. Et c'est ça le danger, ça veut dire que, je sais que nous, l'ADEME, on a aussi été victime de plein de polémiques, sur un plateau de télé, dans une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules, il y a même un chroniqueur qui a dit qu'il fallait rétablir la peine de mort pour le président de l'ADEME, en rigolant à moitié évidemment, mais enfin, voilà, c'est quand même emblématique de débats qui se passent. Alors pas uniquement à la télé. Des débats du coup, oui c'est ça. Oui, voilà. C'est plutôt une gaudriole ou je ne sais rien, mais beaucoup de gens, par un biais de confirmation, finalement, vont écouter ça en se disant oui c'est vrai ou voilà. Alors il y a la télé qui a un rôle institutionnel, mais il faut savoir qu'aujourd'hui le poids des réseaux sociaux, de l'IA sur les réseaux est considérable et bien plus fort encore que la télévision qui représente, les chaînes d'infos ça n'est que 1 ou 2% de l'audience, donc c'est pas gigantesque quoi. Donc moi à mon sens le problème des réseaux sociaux et du poids de l'IA dans la création de contenu sur les réseaux sociaux qui relaie et même parfois dans certains exposés de motifs d'amendements qu'on voit au Parlement, honnêtement, voilà, il y a là quelque chose qui est très très préoccupant et qui est manipulé évidemment et dont l'objectif est de provoquer un flou complet dans ce qu'est la science. Alors, décrédibiliser la parole scientifique. C'est une des réponses qu'on a à l'ADEME, et elle est probablement pas complètement adéquate, mais c'est la science. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, nous, on tient un discours qui est scientifique, qui est basé sur des études, et la meilleure preuve de ça, c'est qu'on est capable de changer d'avis, parce que la science évolue, et qu'il n'y a pas une religion de ceci ou cela. Et donc, la doctrine n'évolue pas, mais la science évolue. Exactement. Et donc, c'est ce qu'on essaye de démontrer. On a un conseil scientifique qui est là pour ça. Et j'aimerais bien parfois qu'effectivement, des polémiques qu'on voit apparaître par certains climato-sceptiques apportent aussi des éléments scientifiques. Patrice Vergret. Oui, en fait, là, on touche au cœur même de l'évolution de notre démocratie actuelle, que d'ailleurs la série La Fièvre avait mise en scène. C'est le thème de La Fièvre. La dernière campagne des municipales marque le tournant. Quand j'ai été élu maire en 2014, face à mon adversaire, on parlait orientation, on parlait avenir, on parlait politique publique. Lors de cette campagne électorale, et ça a été le cas partout, on a parlé démenti des faits. C'est-à-dire, on n'est plus sur l'orientation, on est, c'est-à-dire
non, on construit 40% de logements sociaux, c'est pas vrai, ils en construisent 12%. On en est là. C'est-à-dire que la dernière campagne municipale a été marquée par une contestation des faits. On y est. C'est-à-dire on est dans une démocratie aujourd'hui qui fonctionne face à une fracture sociétale de l'information. Pour moi, il n'y a qu'une façon d'y répondre. Il n'y en a pas 36. C'est le local, c'est l'accompagnement. Moi, je suis en train d'engager aujourd'hui la création d'une conférence locale du climat à Dunkerque, qui va évidemment associer les acteurs. Je revois en profondeur mes maisons de quartier, en les réorientant sur l'éducation populaire et l'accompagnement, être au plus près des personnes pour réexpliquer le sens, ce qui se passe aujourd'hui sur notre territoire et sur notre planète, le réexpliquer et dire vous n'êtes pas seul face à ça, ce qu'on disait tout à l'heure, l'accompagnement, c'est-à-dire il existe des solutions. Voilà, ok, vous n'avez pas l'argent pour vous acheter une Tesla, mais il existe des solutions. Voilà le sens et voilà la solution qui vous est proposée. Si on n'est pas à 200 mètres des personnes, ça ne fonctionne pas. On ne pourra pas lutter contre la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui et des algorithmes. Donc, il faut revenir. C'est par le local, c'est par l'hyper-proximité qu'on pourra combattre ça. Si on croit qu'on pourra combattre par de la régulation nationale ou internationale, je pense qu'on perd. François Rebsamen. D'abord, merci aux organisateurs d'avoir clos cette matinée avec votre intervention. Elle est tout à fait essentielle, ça vient d'être dit par les uns et par les autres. Je pense que le premier tournant qu'on connaît dans la désinformation est arrivé au moment de la crise Covid, si on y réfléchit. C'est le moment où des médecins ont dit qu'on inoculait aux gens à travers l'ARN messager un autre produit. Et cette fake news, elle a pris dans l'opinion, on entendait des gens nous répéter ça, alimentés par des pseudo-scientifiques qui étaient ces médecins-là. Bien évidemment, la science de la médecine est au-dessus de tout ça. Mais c'est là où le premier tournant. Et puis, il y a eu l'agression extérieure aussi, vous en avez parlé bien évidemment. Et alors là, elle vient de nos adversaires, les adversaires de la démocratie. Je terminerai par la démocratie. Les adversaires de la démocratie. Alors, ils sont tout à la fois aux États-Unis et en Russie, par exemple, je prends ces deux-là. On n'avait pas l'habitude que viennent d'outre-Atlantique de telles contre-vérités formulées. Vous avez montré quelques exemples, ils sont tout à fait éclairants. Et puis, pour d'autres raisons, la Russie participe d'abord dans la guerre qu'elle mène contre l'Ukraine, excusez-moi de rappeler ça sans arrêt, mais c'est cet élément perturbant de l'Europe et quelque chose qui nous atteint profondément et qui permet de véhiculer des contre-vérités à travers tout ça. Évidemment, l'IA en rajoute, ça a été dit par les uns et par les autres, les algorithmes aussi, et donc c'est très difficile à combattre. Comment combattre cela ? D'abord par la connaissance scientifique, il faut quand même commencer par le commencement, par la démocratie. La démocratie, c'est la confrontation d'idées qui sont scientifiquement réelles, mais qui pour autant peuvent être contestées dans leur évolution, par exemple. Donc la démocratie, c'est l'échange de points de vue sur une base scientifique. Et ça, c'est bon parce que ça nourrit la vérité. Et puis le troisième point, c'est évidemment le local. Parce que face aux expressions extérieures, face à ces attaques qui sont pernicieuses et qui viennent de l'extérieur, la seule réponse, c'est d'arriver au niveau du local. Ça a été dit par les uns et par les autres, de la population qui y vit. Et là, je reviens aux couches populaires, parce que c'est elles qui sont finalement les plus sensibles à tout cela. Parce qu'on les oublie trop facilement dans nos politiques. Quand on parle de l'écologie et qu'ils n'en voient pas le début d'un intérêt personnel, excusez-moi de parler comme ça, eh bien ça permet sur cette base-là de développer les pires théories complotistes. Et donc il faut que notre écologie, la social écologie, elle touche directement les gens. Et après on peut aller dans l'explication locale, que ce soit sur la santé, quand on parle évidemment de diminuer les gaz à effet de serre, les effets des voitures, etc., on va provoquer, améliorer la santé des habitants. Encore faut-il le répéter, le montrer et aller à leur rencontre au plus près. C'est vrai, je le crois. Mais il faut qu'ils en soient bénéficiaires. Pour le moment, on peut dire les choses clairement. En termes de pouvoir d'achat, ils n'en sont pas bénéficiaires.
je crois que c'est Jérôme, enfin le président de la région, qui disait ça tout à l'heure. Bon, quand on peut s'acheter une Tesla, on dit ah ben c'est incroyable, il pourrait s'acheter une voiture à 100 € par mois, ça serait très bien, électrique et tout. Mais ils savent la vie de ces gens-là, non, ils ne les connaissent pas. C'est ça la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Alors, ce matin, on a esquissé tous ensemble un certain nombre de solutions. Moi, je voudrais dire que la solution, elle est au niveau local. Elle est au niveau... je laisse le régalien de côté. Le régalien, c'est l'État. Mais la vie quotidienne, celle qui permet de lutter contre ces contre-vérités qui sont complotistes en permanence, eh bien, c'est au niveau local que nous pourrons le développer. Et ça, c'est par notre action commune et des résultats à notre action commune en matière, bien sûr, d'écologie. Merci. Merci beaucoup. Eva Morel, notre grand témoin du jour. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour vos retours. J'aimerais peut-être, avant de répondre aux différents points de manière groupée, rappeler quelques éléments. Je pense que la lutte contre la désinformation ne vise pas à dire vrai faux en permanence. Ce n'est pas du tout ce dont il s'agit. C'est de lutter contre les effets des personnes qui organisent des campagnes de désinformation. Donc si on commence à se perdre dans une marée de propos à fact-checker en ligne ou dans des modèles d'intelligence artificielle ou même dans les médias, on sortira perdant parce qu'on sera toujours un train en retard. Le sujet, c'est quel est le narratif qui va porter préjudice à la confiance, qui va porter préjudice à l'action climatique, sanitaire, qui va porter préjudice à certaines classes ou individus ou organisations, scientifiques, journalistes. Et c'est là que l'action doit porter. C'est la raison pour laquelle on ne met pas forcément l'accent sur les réseaux sociaux, non pas parce qu'il n'y a pas une marée de désinformation qui est en ligne, et croyez-moi, on est les premiers observateurs de cette dérive, mais c'est plutôt quel est le narratif de désinformation qui va être politiquement efficace. Parce que c'est de ça dont il s'agit en réalité. Et quel est le narratif de désinformation qui va porter préjudice à l'intérêt général. À partir du moment où on a pu recentrer autour de quelques narratifs sur lesquels on souhaite véritablement agir, alors ça devient facile de le faire. Et c'est là que je vous rejoins sur les réponses à apporter en matière de conception des politiques publiques. Bien sûr qu'il faut que les politiques publiques elles soient plus proches des gens, plus participatives, mieux comprises, plus justes, plus inclusives, bien sûr. Et ça, c'est une des vulnérabilités qui fait que la désinformation prolifère. C'est parce qu'on joue sur ces vulnérabilités des politiques publiques pour accentuer dessus. Malheureusement, ça ne va pas suffire. Et c'est vraiment l'alerte que je souhaite donner, c'est que ces stratégies de désinformation, elles sont trop profitables aux acteurs qui les utilisent pour qu'elles s'arrêtent à l'atténuation d'une des vulnérabilités qui les expliquent. Il y a d'autres facteurs qui le font. J'ai parlé de l'économie de l'attention. C'est des milliards d'euros en fait, qui sont monétisés à côté de contenus qui sont extrêmement viraux, qui sont des contenus d'annonceurs qui ne sont même pas parfois au courant que leur annonce est à côté d'un contenu de désinformation. Là, il y a un problème. Sur les plateaux télévisés, on voit que l'information aujourd'hui est en fort péril et on sait que produire des contenus de débat sur des plateaux où on fait circuler énormément d'interlocuteurs, c'est beaucoup moins coûteux que de produire de l'investigation de terrain. Donc il y a des dynamiques structurelles qui expliquent pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on produit un système informationnel qui est propice à la désinformation. Et donc certes, la conception de politique publique va pouvoir alimenter la réponse, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir couper à d'autres leviers d'action. Et c'est pour ça qu'on insiste en particulier sur le levier des médias, qui est plus facile à réguler, d'une part parce qu'on régule en France, pas uniquement en Europe, donc on ne se retrouve pas à constamment reporter l'action au lendemain à une échelle plus vaste et plus difficile en termes de prise de décision. Et puis c'est aussi la raison pour laquelle on pense qu'il est important de préserver des espaces où l'information elle est professionnelle, qui se distingue d'espaces d'information où elle est plutôt citoyenne. Et en réalité, c'est normal que chacun puisse s'exprimer librement sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'ils ont été conçus. Ce qui est moins normal, c'est que les algorithmes soient opaques, non régulés, etc. Mais il y a des solutions aussi qui existent à ce niveau-là. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai essayé d'exposer une myriade de solutions, parce que je pense que malheureusement, on ne pourra pas faire l'économie de comprendre exactement où ça pose problème, pourquoi est-ce que ça pose problème, et l'efficacité de ces différents leviers pour s'y atteler véritablement. Merci beaucoup. Et une séquence est dédiée dans l'après-midi. Vous allez débattre sur ce sujet-là lors d'une conférence, c'est ça ? Nous allons terminer cette plénière d'ouverture. On aurait pu lancer un débat sur ce sujet qui aurait été passionnant. Je vous invite bien sûr, après le déjeuner, à rejoindre tout le programme, les ateliers, les conférences, avec un programme extrêmement riche. François Rebsamen, notamment, nous nous retrouvons avec la délégation ukrainienne et le maire de Vénitsia cet après-midi à 15h30 qui sera avec nous. Et voilà, et donc il y a plein d'autres conférences extrêmement passionnantes sur ce sujet. Et bonnes assises à vous tous et bon déjeuner aussi.